Hello, hello, and welcome to another episode of Found in Interpretation podcast. This episode will be in French. Bonjour, bonjour, et bienvenue à un autre épisode de Found in Interpretation podcast. Encore une fois, je suis votre co-animateur Alain Breton. Je suis avec Brian. Brian, comment ça va? Ah, ça va très bien, merci. Et nous sommes ici avec Eve aussi. Eve, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Allons-y. Parfait. Bon, allons-y, on commence. Eve Castelli-Bourgelat est titulaire d'une maîtrise en traduction et terminologie de l'Université Laval. Son mémoire de recherche porte sur l'éthique de l'interprète. Elle y explore les défis éthiques auxquels les interprètes sont confrontés et les stratégies qu'ils utilisent. Et à travers cette recherche, Eve propose des pistes concrètes pour aider les interprètes à mieux gérer les défis du métier et à développer une réflexion éthique contextualisée et adaptée à la pratique professionnelle. Elle détient également une attestation d'études en langue russe et une formation en gestion de projet. Actuellement, elle est étudiante au micro-programme de deuxième cycle en interprétariat, qu'on n'a jamais entendu parler, bien entendu. Non, je blague. Et elle compte poursuivre ses recherches en interprétation au doctorat en linguistique traductologie à l'Université Laval. Bienvenue, Eve. Comment ça va? Si, ça va bien, merci. Alors, tu viens nous présenter le résultat de recherche. Tu as envoyé des questionnaires à des interprètes. Je vais le dire dès le départ, Brian et moi avons répondu et avons participé il y a quelques mois à ta recherche. Alors, peux-tu nous parler du processus, d'où est partie l'idée, et puis on va commencer à partir de là. Oui, parfait. Donc moi, après le baccalauréat en traduction, j'ai décidé de poursuivre à la maîtrise, avec mémoire, donc en recherche, parce que j'avais un intérêt pour la recherche. J'ai décidé de me concentrer sur l'éthique de l'interprète parce que c'est souvent un sujet un petit peu moins abordé, dans la recherche en général, mais aussi dans la formation, des interprètes. Donc, en fait, le questionnaire, au début, c'est toujours un grand choix, là, quel sujet on va prendre pour la recherche. Fait qu'au début, je voulais faire un peu un mélange des 2, éthique, en traduction, éthique en interprétation. Mais avec mon directeur de recherche, monsieur Gélicoeur, on s'est rendu compte que, il y avait quand même déjà une bonne partie qui était couverte, là, pour la traduction, un petit peu moins pour l'interprétation. Fait que pour cette raison-là, j'ai décidé de me tourner vers ça. En faisant, les lectures, là, toutes les lectures que j'ai faites pour trouver mon sujet, je me suis rendu compte que souvent, justement, l'éthique, c'était pas abordé dans la formation, mais que ça suscitait beaucoup de questionnements quand on étudie en interprétation. En fait, souvent, ce qui arrive, c'est que les étudiants, ils vont demander à leur prof, «Ah, qu'est-ce qui arrive dans telle situation? Qu'est-ce que vous faites?» Puis souvent, la réponse, c'est: «Ça dépend». Ça dépend parce que les codes déontologiques ne peuvent pas couvrir toutes les situations auxquelles les interprètes sont confrontés. Donc, souvent, les codes déontologiques vont fournir un cadre éthique très général. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis le reste, ça va dépendre de l'interprète. Donc, un interprète débutant, quand il commence sur le marché du travail, souvent, il va peut-être être un petit peu plus laissé à lui-même quand il va arriver dans des situations plus particulières qui ne sont pas couvertes dans les codes déontologiques. Donc, oui. Le code déontologique, tu vas le chercher où? Est-ce que c'est quelque chose qui est écrit dans les sites des universités, des écoles spécialisées? Est-ce que tu parles de laïc? Parles-tu de l'OTIAC? De quel code déontologique tu parles ici? Ouais. Quand on parle pour les interprètes, ça va souvent être le code justement de laïc, étant donné que l'OTIAC, c'est comme un code déontologique qui va s'appliquer aux traducteurs, aux terminologues et aux interprètes en quelque sorte, là. Fait que vraiment, le code de laïc, on le trouve en ligne gratuitement là, sur Google quand on cherche. Fait que lui, on le trouve en ligne, puis après, ça va dépendre des associations, mais souvent, c'est public, là. C'est pas des secrets d'État, je dirais. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire que, pour justement aider ces futurs interprètes-là, moi, j'ai décidé que j'allais passer justement des interprètes professionnels en entrevue pour déterminer c'était quoi les défis éthiques actuels auxquels ils sont confrontés pour un petit peu, on va dire, couvrir la partie qui n'est pas couverte par les codes déontologiques.
Bien évidemment, la recherche, étant donné que c'est, tu sais, c'est limité sur 2 ans, puis ça dépend vraiment du taux de participation, il y a probablement des défis qui n'ont pas encore été identifiés, mais ça reste que c'est quand même un début. Puis, à la fin de tout ça, ça peut permettre un petit peu aux futurs interprètes de mieux anticiper, les réalités du terrain. Alors, Donc, est-ce que tu différencies entre un code de déontologie et un code d'éthique ou est-ce que tout est confondu ou non, comment c'est synonyme. Code c'est déontologique, synonyme? code OK, éthique, c'est synonyme là, dans le cadre de cette recherche-là. Je crois qu'on dit plus déontologique en français, mais ouais, code d'éthique en anglais, là, fait que c'est confondu, ouais. d'accord. Et puis, j'ai une autre question. Il y a des associations qui ont leur propre code d'éthique. Est-ce que tu t'es fondé sur ça aussi? Comme disons, Laïc a un code d'éthique ou de déontologie, et puis disons l'Association de traducteurs-interprètes de l'Ontario, l'Ordre des traducteurs terminologues de Québec, etc. Donc, est-ce que tu t'es fié sur ça aussi? Je dirais oui et non. En fait, quand on fait les recherches justement sur l'éthique en interprétation, on se rend compte que, par le passé, les chercheurs qui ont pris le temps vraiment d'analyser, de comparer tous les codes, déontologiques, les codes d'éthique, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours, les 5 mêmes principes quasi universels qui reviennent dans toutes les codes déontologiques. Fait que ça, c'est souvent en fait, c'est, les compétences, l'intégrité, confidentialité, fidélité et neutralité. Après ça, il y en a d'autres qui vont comme soit avoir d'autres noms ou qui vont être plus propres là, à l'association ou à l'ordre. Fait que moi, je me suis plus basée sur ces principes-là quasi universels pour comme créer mes questions, pour les poser en entrevue, puis après pour analyser. Mais je me suis pas limitée à ceux-là si justement j'avais d'autres principes ou d'autres normes qui ressortaient dans les entrevues. Mais si je t'ai bien entendu, toi, ce que tu voulais faire, c'est vraiment d'aller chercher ailleurs que dans ce qui est décrit dans ces codes déontologiques-là. Exactement, exactement. Moi, je voulais pas me limiter à ce qui était écrit dans les codes, mais il fallait quand même prendre en compte pour la recherche qu'il y a des défis éthiques en lien avec ce qui est écrit dans les codes. C'est juste que les codes vont pas nécessairement dire à l'interprète qu'est-ce qu'il doit faire pour résoudre ce Euh, défi. Fait qu'il euh, fallait quand même aborder. As-tu trouvé que les interprètes avaient des codes d'éthique différents par rapport à ce qui est écrit sur papier? Non, non, pas du tout. J'ai trouvé en OK, fait, ça a pas, dans le processus des entrevues, ça a vraiment pas été long avant que tu sais, les dires, comme commencent à être pareils, là. Après peut-être, les 2-3 premières entrevues, ça on voyait que les interprètes avaient tous une très bonne éthique. Tu sais, même si on connaît pas nécessairement le code déontologique, par cœur, au bout des doigts, au bout de la langue, tout ça, heu, très La bonne plupart l'ont jamais lu. en tout cas, l'éthique, elle se développe vraiment aussi avec le travail, là. Ça, c'est un petit peu un truc aussi qui est abordé, dans plus la partie théorique du mémoire, là. Mais il y a des interprètes, il y a un participant en particulier auquel je pense, là, il a fait aucune étude en interprétation. Il est vraiment devenu interprète de fil en aiguille, puis il a développé, des stratégies que les interprètes voient lorsqu'ils font des cours, tu sais, lorsqu'ils font une formation. Puis lui, il a juste développé ça à force de le faire. Fait que je pense que c'est une profession où est-ce que l'éthique, en fait, ça fait partie, ça vient avec la job, puis ça vient avec la pratique. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu t'es basé sur des contrats pour des interprètes? Parce que, disons, dans mes contrats, quand j'envoie des contrats à des pigistes, ça explique le code de confidentialité, puis la tenue vestimentaire, etc. Est-ce que tu t'es fié sur ça aussi ou pas vraiment? J'ai analysé, certains contrats, mais comme Mhm. c'est pas revenu souvent, dans les entrevues en tant que telles, j'en ai pas pris compte dans mes résultats, mais j'ai quand OK. même, pris le temps de les analyser pour voir justement si c'est des trucs qui pouvaient revenir. Puis certains trucs mentionnés dans les contrats, c'était mentionné par les interprètes dans les entrevues, mais on parlait pas nécessairement du contrat en tant que tel. C'était plus comme des sujets abordés. OK. Ouais. Et puis l'échantillonnage était de combien d'interprètes? Dans le fond, j'ai passé 12 interprètes en entrevue au total sur 24 qui ont été contactés. Fait que la moitié. En général, en traduction, interprétation, là, quand on prend le temps de faire des recherches sur tout ce qui est méthodologie, c'est dur d'avoir des participants. Fait que c'est bon, 12 participants pour une Ouais, recherche OK. d'interprétation, là. Oui, 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 c'est bon. Surtout quand on est limité dans le temps sur 2 ans. Fait que 12 interprètes sur 24, c'est la moitié qui a participé. Puis c'était toutes des entrevues, semi-structurées, là, un petit peu comme on fait en ce moment, là. Genre, il y a tu sais, vous, en ce moment, vous avez une genre de ligne directrice pour poser vos questions, puis la personne répond selon, ses connaissances. Peux-tu nous, on va passer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous
pas vraiment poser, nous, on y a déjà répondu, mais pour le bienfait des auditeurs, peux-tu nous poser ces questions-là et peut-être aussi, on pourrait commenter puis voir quelles sont les conclusions et aussi voir quelles sont les situations concrètes dont on parle. Oui, d'abord, ben, c'est sûr, j'ai pas ma liste de questions avec moi, là, étant donné que ça fait quand même quelques mois, je les ai dans mon ordi. Mais de manière générale, en fait, c'est des questions qui ont été justement basées sur tous les principes qu'on trouve dans les codes déontologiques, pardon. Donc, tu sais, c'est quoi votre définition de la fidélité en interprétation? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des difficultés en lien avec la neutralité? Des questions plus générales aussi, genre, ce serait quoi la plus grande difficulté que vous avez rencontrée en interprétation? C'était pas des trucs liés directement, en fait, avec l'éthique, mais souvent, ça pouvait nous mener, je dirais, à une conversation sur l'éthique. Fait que c'était aussi beaucoup de questions, pardon, basées sur les stratégies qui ont déjà été identifiées dans la recherche par le passé. Fait que, il y a des stratégies communes là, que les interprètes utilisent. Là. Je suis pas mal certaine que vous les connaissez. Fait que pour voir dans quel contexte les interprètes allaient utiliser ces stratégies-là. Fait que, ouais, ce serait pas possible de ressortir la liste aujourd'hui, mais en général, ça restait des questions quand même générales, puis c'était vraiment plus un fil conducteur. J'ai adapté les questions selon les interprètes, puis selon ce qu'on me disait, parce que tous les interprètes n'ont pas la même connaissance de l'éthique. Ils n'ont pas la même façon de gérer, on va dire, l'éthique. Mhm. Mais en principe, pour être interprète, c'est pas juste une question de connaître la langue à fond, c'est aussi une question d'être, disons, une bonne personne en général, pour Mhm. avoir un bon sens d'éthique. Tu t'y connais, presque pris pour acquis la façon dont tu devrais t'habiller, la façon dont tu devrais te comporter, la façon dont tu devrais garder les choses confidentielles. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure dans la vie. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui a été tenu compte dans les entrevues? Mhm. Oui. Oui, en général, c'était, tu sais, moi, j'avais même pas à poser la question. C'était souvent des trucs automatiquement, on va dire, abordés par les interprètes, là. Souvent, en fait, dès qu'on parle d'éthique avec un interprète, c'est les premières choses qui viennent en tête avant de justement comme parler plus du vif du sujet, les défis éthiques. Mais ça, en général, les interprètes se sont toujours entendus. Là, j'ai pas eu des points de vue totalement opposés. C'est comme, j'ai appris à la réunion du conseil d'administration qu'ils vont vendre la compagnie. Maintenant, je vais vendre mes actions. Bien que. J'ai pas eu de cas comme ça. OK, moi non plus. Mais bon, on sait jamais. Ouais. Et puis, le plus grand défi éthique que tu as relevé, c'est quoi? Très bonne question. Le plus grand défi éthique, en fait, c'est si je peux me permettre d'expliquer un petit peu plus, là, selon la recherche, les défis éthiques, on peut les diviser en catégories. OK. Donc, on peut les diviser par défis déontologiques. Fait qu'eux, on va vraiment les lier directement avec les principes qu'on retrouve dans les codes déontologiques tels qu'ils sont écrits. Donc, neutralité, impartialité, confidentialité, intégrité. Puis après ça, on va avoir les défis techniques et pratiques. Donc, ces défis techniques et pratiques-là, faut quand même faire attention, là. Puis ça, les interprètes, ils ont bien fait la distinction. Ce ne sont pas tous des défis éthiques. En fait, ce ne sont pas nécessairement des défis éthiques tout court, là. C'est ça, ce qui fait que c'est éthique, c'est la dimension qu'on leur confère, puis c'est la façon dont ça va être géré. Fait que des fois, les interprètes peuvent rencontrer des problèmes de son, puis ça va pas nécessairement être un défi éthique selon la façon dont l'interprète le géré, mais des fois, ça peut devenir un problème, un défi éthique, un problème éthique. Fait que de manière générale, le défi qui revenait le plus, qui est le plus majeur, c'est les problèmes de son. Mais je dirais pas que les interprètes ont de la difficulté éthiquement à gérer ce problème-là. C'est juste que ça dépend vraiment du contexte. Il y a des interprètes qui vont décider de continuer à interpréter malgré le fait qu'ils n'entendent pas très bien parce qu'ils voient que c'est nécessaire pour le public en ce moment d'avoir tout ce qu'ils peuvent avoir, puis juste mentionner plus souvent, au pire, que c'est inaudible pour l'interprète. Comme il y a des interprètes qui vont dire, ah ben non, moi j'entends pas, tu sais, je veux pas me casser la tête avec ça, c'est vraiment inaudible, je vais le mentionner une fois à mon public, puis je vais voir plus tard si ça revient. Je Fait que lève les bras, j'abandonne, c'est fait. c'est ça. OK. Puis, tu sais, il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment du contexte. Est-ce qu'on est dans un contexte où est-ce que l'interprète va se faire plus de mal à essayer de comprendre, d'interpréter, tu sais, au point de se blesser les oreilles? Ou est-ce qu'on est dans un contexte où est-ce que, OK, j'ai perdu peut-être un mot sur 5, mais je suis quand même capable
de restituer le sens. J'ai compris le message principal, mon public en a besoin. Fait que je dirais que ça revient beaucoup. C'est quand même un questionnement. Faut quand même être rapide, là. Il faut se poser la question en tant qu'interprète en ce moment, c'est quoi qui est mieux pour mon public, c'est quoi qui est mieux pour moi en tant qu'interprète. Donc, je dirais que c'est ça qui revient le plus. Puis un autre truc qui est revenu quand même souvent, auquel je ne m'attendais pas, c'était justement la différence entre les mandats à distance et les mandats en présentiel. Hmm. Pour le côté éthique, là, pour la collaboration entre collègues, en fait, c'est revenu plus souvent que ce à quoi je m'attendais. C'est qu'en fait, la cohésion professionnelle, la communication professionnelle n'est pas du tout la même là, en présentiel et à distance. Puis à distance, ça peut causer un petit peu plus de problèmes éthiques, de difficultés pour la communication, le tour de parole. Donc ça, c'est intéressant de voir que même si oui, en tant qu'interprète, la technologie, ça peut aider, ça peut aussi nuire, veut pas, à la cohésion professionnelle, là. C'est là que la communication est importante. As-tu des exemples de problèmes qui ont été relevés? Pour, justement, mandat à distance en présentiel, Oui. tu sais? Oui, ben, il y avait beaucoup justement, tu sais, demander de l'aide à son collègue par texto, ça va mal. Tu sais, les interprètes disaient que c'était surtout par WhatsApp là, que vous procédez dans ces temps-là. Fait que, tu sais, faut écouter, interpréter, essayer de texter en même temps pour demander de l'aide à son collègue, alors qu'en cabine, tu peux juste faire un petit signe ou, tu sais, en cabine, peut-être que le collègue, il voit plus qu'il y a une difficulté, en ce moment. Fait que ça, c'est un exemple qui est souvent revenu. Aussi, le tour de parole. Il y a justement un interprète qui parlait de, tu sais, la norme qui a été établie, c'est quand le micro de l'autre interprète ferme, tu ouvres le tien, puis c'est à ton tour, dans le fond. Ça aussi, des fois, un petit peu de difficulté, justement parce que, entre autres, parce que les interprètes ont un petit peu été lancés dans ça pendant la pandémie, là, puis il n'y a pas vraiment eu de... Tu sais, personne n'a établi des normes, là, ça s'est juste fait. Ouais, tout à Ouais, fait. ça a été super organique, là. Ouais, le bouton mute en cabine, c'est vraiment quelque chose de précieux pour les interprètes. Quand on peut plus et on appuie le bouton mute pour qu'on nous entende pas, puis on dit à notre collègue, peux-tu reprendre un peu ou quelque chose comme ça, j'ai besoin de l'aide ou c'est quoi le mot juste pour telle et telle expression. Donc, ah ouais, le bouton mute en cabine, c'est Ben, Ouais. moi, je trouve que, justement, à distance, on ne peut pas vraiment se fier sur notre collègue de cabine autant. Par exemple, s'il y a un terme que je ne connais pas et mon partenaire de cabine n'ira pas me l'écrire sur un bout de papier à côté. non. Et puis, il y a des fois, certains interprètes qui vont, en plein milieu de notre interprétation, nous écrire des messages. Mais moi, personnellement, je trouve que ça me dérange plus que d'autres choses, même si l'intention peut s'avérer bonne, parce que je suis concentré et puis au pire aller, je vais chercher moi-même le terme, à moins que je sois en train de faire une gaffe monumentale. C'est ça, il faut être beaucoup plus indépendant Ouais, c'est ça. quand tu es en virtuel. Ouais. 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 Mais il y a aussi, tu sais, il y a aussi on n'a pas nécessairement la certitude que notre collègue est vraiment là en train de nous écouter, prêt à nous Ouais, il est aider. peut-être en train de faire la vaisselle, en train de peut-être faire un café. Alors, en cabine, tu l'as cette certitude-là. Tu vois ton collègue partir s'il décide de quitter pour prendre sa pause. Fait que tu peux te dire, OK, comme là, je suis vraiment avec moi-même, tu sais, je vais être plus attentif, mais à distance, c'est plus difficile. Et Sinon, les oui, choses peuvent être vraiment mal interprétées aussi par texto. Ça arrive tout le temps dans la ouais. vie de tous les jours. Alors. Oui, c'est ça. Mais là, il y a des études qui commencent justement à sortir sur la cohésion professionnelle pour les mandats à distance. Puis justement, ils se rendent compte, je rentrerai pas trop dans les détails là, parce que c'est plus de la théorie, mais ils se rendent compte que ça nuit beaucoup à la cohésion professionnelle parce que dans les mandats en présentiel, souvent, avant que ça commence, tu sais, les interprètes vont discuter de la vie, de la pluie et du beau temps, tu sais, ils vont apprendre à se connaître un petit peu, puis juste ça, ça améliore le travail d'équipe, on va dire. Alors, à distance, ben, tu te connectes quoi, 10 minutes avant la réunion, puis c'est commencé. Une demi-heure. Une demi-heure, pardon. C'est dans le contrat. Ouais, c'est dans mon contrat en tout cas. J'ai fait comme pour Zoom, fait que j'ai dit 10 minutes à l'avance. Ouais, ben, des fois, les clients ont besoin de cette tranquillité d'esprit, juste s'assurer que l'interprétation est en place. Tu peux aller mettre tout en place, puis te faire les tests et tout ça, puis aller te faire un café après. Mais c'est juste le fait d'être là. Le client est plus, a plus de tranquillité d'esprit, juste avec ce fait que tu es là. Et outre les problèmes, je te dirais, plus physiques ou techniques, quand on parle de problèmes, par exemple, lors d'une interprétation, est-ce que tu as abordé ce volet-là, par exemple, sur ce qui est dit
sur Mhm. ce qui est compris et sur Oui. ce qui est interprété. Ouais, ça a été abordé, mais c'est aussi revenu très naturellement, là, en général, la charge émotionnelle, la difficulté, en fait, de dire certains trucs au jeu, quand c'est pas vraiment ton jeu qui parle. Il y a certains interprètes que ça les affecte plus pendant. Tu sais, ils vont pas nécessairement interrompre l'interprétation puis devoir se ressaisir, mais tu sais, il va quand même avoir le processus de pensée dans leur tête où est-ce qu'ils vont se dire: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train d'interpréter?» Puis ça peut être déconcentrant. Puis le défi éthique dans tout ça, c'est de faire un petit peu la distinction entre l'interprète professionnel et l'interprète dans sa vie personnelle, je dirais. Puis il y a d'autres interprètes, ça c'est intéressant, justement, ils ont mentionné la charge émotionnelle, le après. Tu Mhm. sais, après, comment ils vont coper un petit peu avec ça. C'était quand même intéressant, là. Il y a des interprètes qui disaient que, tu sais, des fois, ils retournaient chez eux, puis il fallait qu'ils braillent une petite chiotte, on pleure un petit peu, on s'en remet. Il y en a d'autres qui ont, tu sais, chacun a ses coping mécanismes, mais c'est quelque chose qui est revenu souvent. Fait qu'en fait, le défi éthique, en quelque sorte, dans ça, c'est de ben, rester neutre, faire attention avec la charge émotionnelle, puis en fait, on se rend compte, en lisant les résultats que c'est quelque chose qui vient beaucoup plus avec l'expérience et la pratique. Fait que, tu sais, je pense que je fais une comparaison à un certain point justement dans mon mémoire là, mais souvent c'est les interprètes qui avaient comme presque 8 ans d'expérience qui étaient en mesure de dire: «Quand je rentre en cabine, j'ai le moi interprète, puis je laisse le moi personnel en dehors de la cabine». Alors que les interprètes débutants qui avaient peut-être, on va dire, entre 3 et 5 ans d'expérience, ben, eux, c'était un petit peu plus difficile, là. Ils se laissaient plus, on va dire, influencer par les émotions quand ils devaient interpréter des trucs, peut-être Ouais. pas nécessairement qui étaient foncièrement contre, là, mais quand ils devaient interpréter des trucs plus durs, là. Mais oui, ça a été abordé, puis c'était très intéressant, la charge émotionnelle, là. Ça crée une certaine dissonance émotionnelle, en fait, chez les interprètes. Mhm. Si les interprètes n'ont pas une façon, eux, après, de gérer cette charge émotionnelle-là, de gérer tu sais, parce que ça nous appartient pas, il faut pas garder ça sur nos épaules en tant qu'interprète, ben c'est là que ça peut être difficile pour l'interprète de continuer à faire son travail comme il faut, là. Ben, je veux dire qu'après 22 ans, je trouve encore que c'est un de mes plus grands défis, c'est de m'éloigner de la situation quand ça devient trop personnel, disons. Si c'est quelque chose qui affecte, tu fais une interprétation au sujet de comment un enfant a été traité, puis il a été vraiment maltraité, puis je pense à mes propres enfants. Et tu sais, t'as la gorge qui chatouille, t'as les yeux larmoyants. Et puis, ouais, ça, c'est encore quelque chose après 22 ans où c'est difficile pour moi personnellement de me retirer de la situation puis d'être juste l'interprète. Mhm. Et puis, ouais, non, je vois que je pense que c'est quelque chose qui est avec toi à vie. C'est très difficile de séparer l'interprète qui est en cabine avec l'interprète, disons, en ce moment, ou tu sais, quand on fait une balado ou quand on fait de la vaisselle, c'est quelque chose quand quelque chose te touche vraiment, c'est difficile de se distinguer, de se séparer de la situation. Je suis pas toujours certain que notre esprit, le corps, est capable vraiment toujours de faire la différence entre ce qu'on dit par intention, parce que ça vient de nous, et ce qu'on dit parce qu'on prend les paroles de quelqu'un d'autre. Mhm. Et puis ça, dans la vie de tous les jours, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait. J'irai pas prendre les opinions de tout le monde et puis les adapter à moi-même et d'en parler sincèrement comme si c'était les miennes. Je suis capable de filtrer tout ce qui est autour de moi et ensuite, j'en fais ma propre opinion. Par Ouais. contre, quand on interprète, on doit agir constamment comme un personnage. Oui. Mhm. Et puis, on doit être capable. Et je crois que on sous-estime, en tout cas, moi, je sous-estimais quand j'ai commencé ma carrière en interprétation, je sous-estimais l'impact que de dire, je m'amusais à dire les conneries des autres, parfois, euh, j'avais de la difficulté un peu à être Avec capable conviction. oui, ben, non, mais c'est justement, j'étais capable de le dire avec conviction. Oui, Mais oui. ensuite, l'impact que ça crée dans l'esprit, parfois, ben, je me sentais un peu déstabilisé. Mhm. Euh, alors, puis ça me fait penser à une des, euh, une des premières affectations que j'ai fait il y a longtemps. C'était dans mes premières affectations. J'ai fait un témoignage qui était très touchant d'une aînée autochtone qui parlait des abus qu'elle a subis.
Et puis, moi, à l'époque, j'avais jamais entendu parler de ce qui était arrivé dans les pensionnats. Et là, moi, soudainement, j'étais comme un peu frappé. Et puis là, ça m'avait vraiment touché. Et alors, je pense que même, on ne peut pas s'habituer non plus à entendre des choses comme ça c'est normal. Il faut toujours que ça nous touche, puis on reste humain. Mais je pense que, je ne sais pas si toi, ça l'a révélé dans tes entrevues, mais je me demande si chez les interprètes qui ont plus d'expérience et moins d'expérience, s'il y avait justement une différence dans l'approche. Ben, je sais pas, je serais pas en mesure de dire s'il y a une différence dans leur approche, étant donné que c'est propre à chacun, mais on voit c'est évident là, que c'est un processus beaucoup plus simple pour un interprète qui a de l'expérience, à qui c'est déjà arrivé, qui sait comment gérer ça, versus un interprète à qui ça arrive pour la première fois, puis qu'après ça, il va se questionner puis se demander, tu sais, il va un petit peu remettre en question son travail. Ça, c'est clair qu'il y a une différence. Puis, tu sais, aussi, l'interprétation, c'est un petit peu transmettre les émotions, fait que ça doit être encore plus dur, justement, pour le cerveau. Tu sais, après, en tant que toi, personnel, qui n'est plus dans la cabine en train de faire le travail, ça doit être dur de te convaincre que c'est pas toi qui as dit ça, alors que tu as transmis l'émotion qui venait avec aussi, là. Ouais, et ça me fait penser à plusieurs des balados qu'on a fait dans le passé parce que nous avions Ahmed qui faisait les crimes contre l'humanité carrément en tant qu'interprète. Ensuite, tu avais Adam Mohamed dans le camp de réfugiés au Kenya qui devait revivre son traumatisme journée après journée en train de répéter les traumatismes des autres à chaque fois qu'un nouveau réfugié arrivait au camp de Kapana. Ou sinon, tu as Sarah Wheeler qui parlait de euh, l'intelligence émotionnelle et comment ça se transmet en cabine. Est-ce que tu t'es basé sur certains de nos balados pour tes recherches? Il y avait le balado, je me souviens pas c'était Tu quel peux dire la vérité, hein? Non, non, Ouais, il n'y en avait pas, c'est pas grave. non, il y en avait pas un, je me souviens plus quand l'épisode 9, en tout cas, vous exploriez un petit peu justement l'éthique, les problèmes éthiques. Je m'étais basée un peu sur ce balado-là, sur votre discussion, du moins pour essayer de créer des questions qui pouvaient justement me donner des réponses intéressantes à analyser. Une Mais inspiration pour les questions. c'est ça, exactement. Inspiration pour les Ah, questions. ben, il y avait Christiane aussi qui nous avait expliqué le code éthique de laïc. Oui, ça aussi, c'était intéressant. Hein, ça Euh, en fait beaucoup de balados hein, dans la dernière année. Oui, mais ouais, puis pour revenir justement à la différence d'approche, là, comme tu disais, Alain, je dirais qu'en général, les interprètes qui ont plus d'expérience, ils ont beaucoup plus de facilité à se détacher de leur moi professionnel, de leur moi personnel, comparé aux interprètes débutants qui, eux, font pas encore nécessairement. Parce qu'en fait, dans la théorie, c'est lié à ce qu'on appelle à l'identité professionnelle. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler un petit peu ou? Raconte-nous. Oui. L'identité professionnelle, en fait, c'est un petit peu, ça se forge quand on est jeune, quand on se dit, ah, plus tard, moi, j'aimerais ça faire telle profession. Puis après ça va se forger pendant les études, selon ce qu'on voit de nos professeurs. Puis, selon certaines professions, ça va se forger plus pendant les études ou une fois qu'on est sur le marché du travail. Donc, les médecins et les avocats, par exemple, eux, c'est quelque chose qui se forge dès qu'ils sont en formation parce qu'ils font beaucoup de simulations. Ils ont leur résidence où est-ce qu'ils vont tout apprendre à faire ça. En interprétation, malheureusement, c'est quelque chose qui va beaucoup plus se forger une fois qu'on commence à travailler sur le terrain parce que c'est là que nos collègues vont pouvoir nous donner des rétroactions. Tu sais, oui, en classe, ça se fait, mais c'est pas aussi intense, on va dire, que les médecins, les avocats. Donc, étant donné que l'identité professionnelle se forge beaucoup plus tard, ben l'interprète se crée une identité professionnelle pendant qu'il interprète et non pendant qu'il est en formation. Donc ça aussi, ça joue. Puis l'identité professionnelle, en général, peut être influencée par toutes les facettes de notre identité, nous, personnelle. Donc, identité, ça peut être les facettes ethniques, ça peut être vraiment en lien avec tout ce qui nous définit. Fait que d'où justement l'explication de pourquoi les interprètes qui ont plus d'expérience ont plus de facilité à se détacher de ça, parce ils ont déjà tout forgé leur identité professionnelle. Puis l'identité professionnelle, c'est pas quelque chose qui arrête d'être forgé à un certain point. Vraiment, tu le forges tout au long de ta carrière. Fait que c'est un petit peu ça qui explique
vu que les interprètes débutants, ils commencent, ben, eux, ils ont encore aucune identité professionnelle. Ils sont encore en train de se créer en tant que professionnels. Fait que c'est là la difficulté, justement. Fait que pour être pour s'assurer, en fait, que les interprètes débutants, y aient une bonne identité professionnelle, faut qu'ils soient entourés, justement, d'interprètes chevronnés. Faut qu'ils prennent la rétroaction. Faut que, justement, ça aussi, c'était mentionné pendant les entrevues, rester pendant les pauses en cabine pour observer les autres interprètes parce que ça, ils n'ont pas la chance de le faire tant que ça dans leur formation. Fait qu'il faut en profiter quand ils commencent sur le marché du travail. Mais toi, tu es un interprète en formation actuellement. Est-ce qu'il y a des réponses qui t'ont surprise? Juste en Ou général. en général, par exemple, tu t'attendais à tel type de réponse, mais vu que tu n'as pas beaucoup d'expérience, alors là, on t'a raconté des histoires peut-être qui étaient vraiment différentes de ce que tu avais imaginé. Ben, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est ce qu'on appelle justement la norme du collègue passif qui reste en cabine. C'est quelque chose qu'on mentionne beaucoup dans les cours, que le collègue est toujours là, prêt à nous aider si on a besoin d'aide, pour finalement me rendre compte que c'est pas vraiment une norme au Canada. C'est vraiment, j'ai fini mon tour, c'est plus ma pause, je vais prendre ma pause pour revenir en force, pour interpréter encore mieux quand je vais revenir, quand ça va être mon tour de parole. Fait que ça m'a surprise parce que vraiment la façon dont c'est expliqué, on pense que c'est une norme écrite qui est toujours respectée, puis finalement on se rend compte que c'est quelque chose qui va dépendre de la difficulté du mandat, qui va dépendre de la confiance que tu as envers le collègue qui est avec toi, qui va dépendre justement de est-ce que je suis avec un interprète qui commence puis je vois qu'il a besoin d'aide, ou est-ce que ça fait 20 ans que je connais cet interprète-là, il a jamais eu de difficulté, il aura pas besoin de moi aujourd'hui. Fait que ça m'a surpris parce que veux pas, en tant qu'interprète en formation, ben c'est un peu stressant parce que d'un bord, on se fait dire non, mais votre collègue est toujours là pour vous aider, puis en réalité, tu te rends compte que finalement, non, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, tu es un petit peu laissé à toi-même. Fait que ça peut créer un stress. Le fait justement que ça a été abordé dans la recherche, c'est bien parce que ça permet justement aux interprètes en formation comme moi d'anticiper cette réalité-là, puis de savoir qu'il faut essayer de plus compter sur soi-même, puis aussi de se faire confiance parce que quand on commence en interprétation, c'est quand même difficile de, de, de se dire qu'on a fait les bons choix linguistiques, par exemple. Moi, j'étais très timide quand j'avais 23, 24 ans. Je commençais en tant qu'interprète. J'avais une petite voix de souris, puis je disais comme, oh ouais, si vous voulez, on peut faire comme ça. Mais ça, tu sais, J'ai beaucoup de difficultés à l'imaginer aujourd'hui. avec le temps, tu sais, ça s'améliore. Puis, ouais, il faut que les gens te disent aussi, écoute, tu devrais être un peu plus autoritaire vis-à-vis ça ou ça. Donc, ouais, on apprend avec le temps aussi. Mais je te dirais que avec l'interprétation en virtuel aussi, il faut être beaucoup plus indépendant. Donc, ouais, on peut pas vraiment se fier à nos collègues autant en virtuel par rapport à en présentiel. Et je te dirais aussi que pour moi, puisque j'ai déjà travaillé en cabine avec plusieurs collègues, des fois, si c'est la première fois, je reste en cabine un peu plus longtemps. Si c'est quelqu'un où je vois vraiment ils ont des difficultés, je, je, je quitte pas. Je dis, ben, tu sais, il y aura une pause naturelle à 10h30. Je pourrais aller aux toilettes, prendre mon café, tout ça. Mais si c'est quelqu'un comme, disons, Alain et moi, on travaille ensemble depuis des années, je sais que ça va aller si je vais aller prendre un café ou je vais aller aux toilettes vite, vite, je reviens. Puis, tu sais, le monde va pas s'effondrer sans moi. J'espère. Ben non, je te connais. Tu sais. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une chimie en cabine entre collègues. Il y a des collègues avec qui on aime beaucoup travailler et puis d'autres, on fait. J'ai une question. On parlait tout à l'heure des moyens technologiques à distance. As-tu repéré une différence entre les générations? Parce que les gens qui sont, les interprètes, je devrais dire, qui avaient déjà beaucoup d'expérience, des décennies d'expérience, soudainement, ils se font lancer dans un nouveau monde où on doit apprendre le Zoom, éteindre, ouvrir son micro, etc., parler sur WhatsApp. C'est pas tout le monde qui connaissait WhatsApp avant. Est-ce que tu as repéré un fossé générationnel? Oui, définitivement. C'est sûr que, bon, sur 12 interprètes, tu sais, je peux pas dire que c'était un grand fossé, considérant que, tu sais, finalement, la plupart des interprètes, on va dire qu'ils étaient presque dans la même tranche d'âge. Mais
quand je fais la comparaison avec un interprète un petit peu plus vieux, oui, ça, on le voit. Souvent, les interprètes, on va dire, qui ont moins connu cette technologie-là, entre guillemets, euh, ils favorisent vraiment plus les mandats en présentiel. Puis justement, ils ont exprimé que la plus grande difficulté, c'était de s'adapter à la technologie. Ils sont pas fermés à ça, là, tu sais. À la base, quand tu interprètes, t'as pas le choix de t'adapter à tout. C'est vraiment un travail où est-ce que tu es toujours en train de t'adapter à quelque chose. Fait qu'il y a l'ouverture à s'adapter, mais ça reste que c'était beaucoup plus une difficulté pour eux d'intégrer ça, on va dire, dans leur routine quotidienne de travail versus pour des interprètes justement qui sont plus familiers avec la technologie puis qui sont prêts à l'utiliser pour justement les aider, là, par exemple, dans la préparation, quand on ne reçoit pas de documents, puis des trucs comme ça. Fait que oui, il y a définitivement un fossé, là, on peut le voir. Là, il y a des interprètes qui vont juste favoriser les mandats en présentiel parce que c'est plus simple d'un point de vue technologique. Tu as tes Ben, notes, tu peux avoir ton ordi, puis... je vais te confesser quelque chose, puis je vais le dire à voix basse pour que personne d'autre nous entende. On va éditer plus mais tard. mais il y a des interprètes qui ont fait ça depuis 30-40 ans, mais ils connaissent pas la technique en cabine. Ils connaissent pas, tu sais, ils connaissent les boutons, mais si jamais il y a un problème, oublie ça. Il faut vraiment qu'il se fie à un technicien. Il y avait un technicien il y a une dizaine d'années avec qui j'ai travaillé, puis quand il y avait un problème technique, l'interprète faisait ah avec les et puis il disait arrête avec tes baguettes en l'air. Tu sais, mais, tu sais, parce que le client va voir que tu paniques, alors arrête, tu sais, on va régler ça ensemble, mais juste attends un peu, j'ai d'autres trucs à faire. Et puis, ouais, mais ouais, il y a des interprètes qui savent quel bouton appuyer, mais à part ça, s'il y a un problème, c'est vraiment, t'es dans les mains du technicien. Mais je trouve que c'est un peu comme un menuisier qui sait pas comment utiliser ses outils. Tu sais, moi, j'espère que dans ton micro-programme d'interprétation, vous apprenez un peu comment relever ces défis lorsqu'il y a un problème technique en cabine. J'espère aussi. On n'est pas encore rendu là. C'est quand Je même sais que c'est le mois de septembre, mais un cours, là, mais en tout cas, j'imagine que oui. Là, je pense que le microprogramme a été quand même bien construit. Là, puis justement, tu sais, avec la recherche que j'ai faite, je sais que moi, j'ai le bagage pour, comme, on va dire, poser les bonnes questions dans mes cours pour justement avoir les réponses qu'un interprète en formation a besoin d'avoir avant de commencer. Puis je pense aussi qu'il y a, tu sais, il y a un certain travail là, qui peut être fait de la part des interprètes plus chevronnés, tu sais, d'avoir plus, juste avoir la chance de discuter avec des interprètes chevronnés. Moi, ça m'a permis d'avoir vraiment, j'ai un gros bagage là avec moi où est-ce que j'ai appris plein de trucs, puis je me dis, OK, c'est ça la réalité du terrain. Tu sais, je me faisais peut-être une idée différente. Juste ça peut aider en général. Puis observer en cabine, c'est la meilleure des choses qu'on peut faire, là. Mais oui, je pense que le microprogramme, il va être assez bien construit pour qu'on identifie ces difficultés-là. Par exemple, en ce moment, moi, c'est le deuxième cours là, du microprogramme que je suis, c'est documentation, analyse et synthèse de texte que ça s'appelle. Puis, ah, cool. ouais, c'est vraiment un cours pour apprendre à se préparer en tant qu'interprète, là, la recherche qu'il faut faire, la genre d'analyse situationnelle que tu fais avant. Puis c'est vraiment utile parce que c'est un truc qui est revenu beaucoup dans la recherche, c'est que c'est notamment ce que Alain mentionnait. Euh, En fait, t'as beau avoir un mauvais orateur, si tu connais bien le sujet, ce sera pas nécessairement un problème, tu sais. Comme quoi, la préparation est plus importante qu'autre chose en interprétation. Fait que, tu sais, juste ça, ça change la donne sur la qualité, là. Une bonne préparation, une bonne analyse de la situation, comprendre l'intention de l'orateur, comprendre le sens, tu sais. Tout ça, c'est... Ben, c'est parce que pour moi, la préparation va au-delà de l'affectation. Je veux dire, si un samedi soir, plutôt un dimanche soir, je décide de lire un livre sur un sujet qui m'intéresse, ben, d'une certaine façon, c'est de la préparation sans même le savoir sur une affectation peut-être à venir. Je veux dire, là, notre bagage, expérience, culture générale va avoir tellement de poids. Et puis moi, ben, j'irais même dire, dans bien des cas, même plus de poids que de tout simplement dire, OK, j'ai reçu des diapos, est-ce que j'ai réussi à relever 50 termes?
Ouais, et c'est ce que les clients, des fois, ils ont du mal à comprendre aussi. Mhm. C'est, disons, du point de vue honoraire, on se fait, ben, en tout cas dans mon agence, on se fait payer le même honoraire si c'est 1 heure ou 2 heures ou 4 heures. Tu sais, c'est le même, c'est la même rémunération, mais ce que les clients ne comprennent pas, c'est que c'est pas juste l'heure d'interprétation qui est important, c'est ce qui vient avant ça, la préparation, l'analyse de documents, le fait que tu peux pas tout mettre dans l'intelligence artificielle pour le traduire automatiquement parce que c'est confidentiel. Donc, il y a plein de trucs qu'il faut faire à l'avance pour bien se préparer pour faire un travail de qualité, même si c'est juste pendant 1 heure, tu sais, comme Mhm. entre guillemets, comme Ouais. Ouais, c'est juste que souvent, en tant que, tu sais, interprète débutant, interprète en formation, en tout cas, moi, c'était mon cas. Moi, je pensais que la préparation, c'était genre, ah, tu te fais un glossaire des équivalents au cas où que le mot est dit, mais ça va vraiment au-delà de ça, c'est là. le début, ça. Puis là, tu sais, faut vraiment que tu lises sur le sujet. Si tu es capable de trouver des informations sur la personne qui va parler, l'intervenant, ça aussi, ça peut aider. Tu sais, faire des. Juste en général, ça, c'est des trucs qu'il faut faire, mais t'es pas au courant là, quand tu commences. Fait que ça aussi, c'est une certaine difficulté. Là, fait que, ouais. Ouais. T'es chanceuse aussi parce que quand j'ai commencé, il y avait pas l'Internet. Non. Ben, il y avait l'Internet, mais c'était pas comme, oh, je vais aller chercher telle et telle personne, puis toute l'information est là, tu sais. Mais Et maintenant, puis, l'information est plus accessible, fait que c'est plus facile. ouais, et puis les glossaires pour les sujets, j'habitais à Ottawa, il fallait aller à Gatineau pour aller trouver des glossaires, des livres, Oui. où C'est quoi? il faut tourner les pages. Ouais. C'est avec des feuilles, là? C'est le gros C'est truc avec ça, des feuilles? Là? ouais, ouais, voilà. D'accord. Alors, on est arrivé à la fin de l'épisode. Eve, Brian, merci beaucoup. Ben, surtout Eve, merci Oui, oui, merci. d'avoir présenté le résultat de tes recherches. Tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce en l'air pour dire un like. Ou alors, Ah, si. Ah avant oui, de conclure, Alain, comment est-ce qu'on peut avoir accès aux recherches? Est-ce que c'est disponible en ligne ou les résultats de la recherche ou c'est C'est juste disponible en libre accès. Ouais. en libre accès? OK. Alors, on peut on, partager le lien. Oui. Cool. alors on va OK. ajouter à la description de la vidéo. Super. Désolé, Parfait. Alain, je t'ai interrompu. Non, 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 ça va, ça va. C'était très, très, très pertinent comme intervention. Vraiment, pas de souci. Alors, tout le monde, une fois de plus, je le répète, n'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner. Sur ce, merci encore une fois et on se revoit à très bientôt pour un autre épisode. Merci, merci. C'est